Bonsoir, bienvenue au nom de l'Université de Fribourg ce soir au Nouveau Monde pour ce nouveau café scientifique, une thématique qui nous touche tous, qui est très personnelle, à laquelle chacun et chacune nous nous confronterons à un moment donné de notre vie et qu'il nous semblait important d'aborder un jour tous ensemble dans le cadre de ces cafés, la mort. Je suis ravie d'accueillir nos invités qui vont être présentés tout à l'heure par Fabien Hunenberger, qui sera le modérateur de cette soirée et qui est le directeur de 4 Info. Cette fois, je l'ai dit juste. Chaque année, je le dis faux. Cette année, je l'ai dit juste. Moi, c'est écrit devant moi en même temps. Mais cette année, j'ai dit juste. Donc, 4.info, qui est donc le partenaire de cette soirée. Dans le choix de sa thématique et le choix de ses invités. Les cafés scientifiques, probablement certains les connaissent déjà, d'autres pas encore. Donc je vous donne 2 petits mots sur le principe. L'idée d'un café, c'est que nous ne sommes ni une conférence, ni une présentation. Les invités qui sont sur la scène n'ont pas préparé quelque chose. Et j'invite toujours mon modérateur, c'est un peu stupide de faire venir des gens pour ça, mais j'invite toujours le modérateur à en dire le moins possible. Mais en fait, ce n'est pas à lui d'en dire le moins possible, c'est votre job de le faire taire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de nouer une discussion entre les gens qui sont sur la scène et vous. Vous êtes là pour partager vos anecdotes, pour poser vos questions, pour échanger entre vous et avec les gens qui sont ici, mais aussi avec les gens qui nous suivraient en ligne, parce que ce café est diffusé en direct sur la page Facebook de l'université, sur la page des cafés et sur la page de 4 Info également. Et donc les gens qui nous suivent en ligne peuvent également partager leurs questions, soit directement sur le fil Facebook, soit en m'envoyant un SMS ou un WhatsApp au 079 796 22 15. Je me recommande simplement, ne me téléphonez pas, je ne vais pas interrompre la discussion ici pour vous répondre. Donc par message, s'il vous plaît. Pour la salle, une seule règle, vous êtes vraiment invités à dire tout ce que vous souhaitez. Une seule règle, nous sommes beaucoup et il faut que nous puissions nous entendre et parler les uns après les autres. Juste après ça, je me tais pour la soirée et je deviens votre bâton de parole. Quand vous souhaitez intervenir, vous me faites un petit signe, je vous promets, je vous repère, je viens me placer derrière vous et ensuite on vous donnera le micro pour que vous puissiez parler. On va faire notre possible pour donner la parole à tout le monde. La soirée est toujours en 2 temps. Parfois il y a des frustrations à la fin, on n'arrive pas jusqu'au bout, mais il y a toujours un apéro juste après, donc on peut continuer les échanges de manière plus informelle, tous ensemble autour d'un verre, ça marche aussi. Voilà, j'ai trop parlé. Monsieur Hunenberger, je vous cède la parole. Merci. Ainsi qu'à nos invités. Merci beaucoup. Je me réjouis d'avance que vous me fassiez taire. Je suis certain que vous aurez des questions. En tout cas, je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence de la proximité du Vendredi Saint, en pleine Semaine Sainte. Parler de mort, ça n'est pas forcément évident. En tout cas, merci d'être venus pour écouter les 4 orateurs de ce soir, qui sont à votre service aussi pour des questions. Je pense que ce sera intéressant qu'on noue des échanges autour d'un certain nombre d'éléments qui sont liés à la mort. J'ai listé, et je vais peut-être les décliner très rapidement, 3 mots-clés qui me semblaient peut-être intéressants en lien avec ce qu'on va se dire ce soir. C'est la question de l'obscénité. L'obscénité de la mort, le fait de la tenir à distance, qui est peut-être un élément, me semble-t-il, structurant d'une certaine approche que la société a aujourd'hui de la mort. On lui assigne des cases, des moments, des lieux, des spécialités. C'est difficile, à brûle-pourpoint, de parler entre amis ou dans la famille de la mort. Il y a une certaine obscénité, peut-être que ça stimule un certain nombre de questions. Il y a un deuxième mot-clé qui m'est apparu en préparant cet échange autour de mort loin des yeux, loin du cœur, c'est la question de la maîtrise. La maîtrise médicale, la maîtrise en termes de lieu, de temps, la maîtrise que chacun peut-être rêve ou fantasme de son propre décès, à quoi ça doit ressembler, qui doit être présent, qu'est-ce qui doit se passer après, qu'est-ce qu'on doit transmettre.
C'est peut-être dans notre société un mot très important pour approcher la mort. Et puis il y a un troisième mot-clé que j'ai envie de vous laisser comme ça avant qu'on se mette à bavarder. C'est la question de l'entourage. Souvent l'approche de la mort est très centrée sur l'individu, qu'est-ce qu'on s'imagine pour soi-même ou vraiment son cercle très étroit. Mais dans le fond, comment l'entourage proche, moyennement proche, plus lointain ou très large vit tout cela, vit cette obscénité, vit la question de la maîtrise de la mort. Et peut-être c'est une chose aussi sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Avant de vous présenter les intervenants de ce soir, je n'ai pas résisté à l'envie profonde que j'ai de vous raconter un épisode très bref de ma propre histoire avec la mort. Ça concerne un membre de ma famille éloignée, qu'on appellera Oncle Olivier. Oncle Olivier était un personnage, quelqu'un de haut en couleur, qui avait toujours une anecdote à raconter, une vie très riche, très pleine. Il avait été ambassadeur, un réseau relationnel immense, une facilité, une spontanéité dans le rapport humain, vraiment très exceptionnel. Oncle Olivier a vieilli, sa carrière d'ambassadeur était bien longtemps derrière lui lorsqu'il est tombé malade. Il s'était remarié et lui et son épouse, sa deuxième épouse, avaient décidé qu'ils vivraient ses funérailles à lui et à elle dans la plus stricte intimité. Vous imaginez peut-être déjà un peu le drame lorsqu'il est décédé et que les gens dans son réseau relationnel éloigné, les gens qu'il avait connus dans son activité professionnelle, mais aussi la famille plus éloignée, cousins, cousines, la fratrie était assez nombreuse, il y avait beaucoup de familles assez larges, ont découvert après coup qu'il était mort, qu'une cérémonie dans la plus stricte intimité avait eu lieu et qu'il n'y aurait rien de plus. 2 ans après son décès dans la famille, c'était encore un sujet de conversation et avec beaucoup d'émotion. Je partage cette émotion, je n'étais pas extrêmement proche par les liens de sang de cette personne, mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire ce soir, que j'aurais aimé saluer dans une cérémonie, religieuse ou pas religieuse, et je porte petite blessure de ce choix qui a été fait d'une cérémonie dans la plus stricte intimité. Et je sais que je ne suis pas le seul à vivre ça. Je vous partage ça, peut-être que ça suscitera en vous un écho de choses que vous avez vécues et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce type d'épisode autour de cette table tout à l'heure. Je commence peut-être par ma droite à vous présenter les personnes qui sont présentes. Bernard Schumacher, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Fribourg, coordinateur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Vous avez publié sur les questions du décès, la question de la mort. Je citerai juste un ouvrage, peut-être 2022, Le temps de mourir, aux éditions, dans une collection qui s'appelle Prisme, aux éditions Saint-Augustin. Vous avez des fonctions au sein de la commission de bioéthique de la Conférence des évêques de Suisse. Vous êtes son président. À ma droite également, Michel Fontaine. Vous êtes dominicain. Vous êtes maître des étudiants ici à Fribourg. Vous êtes à Saint-Hyacinthe, couvent Saint-Hyacinthe. Et puis, dans votre parcours, vous avez étudié la bioéthique à Strasbourg, à l'université. Vous avez été enseignant, chercheur. Vous avez été curé de paroisse aussi, aumônier en EMS, et infirmier, pardon. Vous avez fait un doctorat en soins infirmiers. Donc, c'est à ce titre aussi que vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. Je me tourne vers ma gauche. Patrick Jeunenne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assistant social. Oui. Vous êtes intervenant psychosocial, thérapeute dans une structure qui s'appelle le CADIL, le cabinet dédié à l'accompagnement du deuil. C'est juste. Et on vous entendra dans quelques secondes parler d'une expérience très particulière qui s'appelle les cabines du vent. Mais avant de vous passer la parole, je vais présenter votre voisin, Christophe Künzli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller funéraire, vous travaillez pour les pompes funèbres Murit, dans le canton de Fribourg, et vous êtes, si je ne me trompe pas, chef de cérémonie. Je crois que c'est le titre qui vous a été donné. Chef de cérémonie, ça veut dire lors des cérémonies. Donc un chef de cérémonie, c'est celui qui dirige, qui accompagne la famille et qui prend la parole à la fin de la cérémonie. Mais disons qu'on a un titre de conseiller funéraire, c'est-à-dire qu'on rencontre les familles, on organise toutes les démarches administratives, rédiger l'annonce mortuaire. Donc on accompagne la famille de assistant funéraire de A à Z, jusqu'à... Alors vous aurez certainement des choses à nous raconter, j'imagine. Je vais peut-être passer la parole pour commencer à Patrick Jeunenne, puisque vous avez installé dans votre jardin ce qu'on appelle les cabines du vent, qui permettent à des gens de... Téléphone du vent. Pardon. Téléphone du vent.
qui permettent à des gens en deuil de parler. Mais peut-être racontez-nous la genèse de ce téléphone du vent. Alors à l'origine, c'est une initiative privée. C'est un monsieur japonais qui a perdu un cousin. Et monsieur Sasaki, il a été ouvrier, métallurgiste, il a été paysagiste, il est retraité maintenant depuis longtemps. Et il avait récupéré dans un centre commercial en démolition une vieille cabine téléphonique en se disant une fois je vais faire une œuvre d'art dans mon jardin, on va faire un truc. Et à la mort de son cousin, il a eu cette idée d'installer cette cabine dans son jardin, de mettre un téléphone dedans, un téléphone qui n'était pas branché, et d'aller pour discuter avec son cousin et de proposer à la famille du cousin aussi de le faire, en sachant très bien que finalement c'était le vent qui allait porter ses paroles aux défunts. Ça se passait en 2010, et l'année d'après, le Japon a vécu ce terrible tsunami, catastrophe de Fukushima, etc. Il y a eu des milliers de morts, des milliers de disparus. Et finalement, cette installation du téléphone du vent a pris une certaine ampleur, est devenue un peu connue à travers le monde, parce que, on le sait, lorsqu'il n'y a pas de corps, quand quelqu'un disparaît, c'est l'un des deuils les plus terribles, les plus impossibles à faire. Et il y avait, comme vous le disiez tout à l'heure, ce que les Américains appellent un unfinished business. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui avaient des affaires pas terminées. Ça veut dire on part le matin, salut, à ce soir, je vais bosser, tsunami arrive, et on se retrouve le soir, on a perdu sa femme, son enfant et sa maison. Fois quelques milliers. Donc cette cabine a eu un grand écho quand M. Sasaki l'a ouvert au public, parce que beaucoup de gens ont été pour pouvoir effectivement élaborer leur deuil, dire un certain nombre de choses qui n'avaient pas pu être dites, et puis se laisser, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais se laisser un peu prendre par ce qui se passe quand on est dans la cabine. Ça va comme introduction? Ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Okay. Je vais peut-être me tourner vers les autres personnes présentes autour de cette table pour savoir, dans le fond, quand vous découvrez ce type d'initiative, comment est-ce que vous la lisez avec votre pratique et votre proximité des questions de deuil? Quel écho est-ce que ça a en vous par rapport à votre expérience auprès des personnes endeuillées ou vos réflexions sur la mort? Michel Fontaine. Oui, je réagis vraiment à ce que vient de dire monsieur, et avec beaucoup d'intérêt. Et l'expérience, bien sûr, très longtemps, l'accompagnement aussi de personnes dans le cadre de mon métier de soignant, mais aussi après dans différentes réflexions. Très vite, la question ou l'évocation est de cet ordre-là. Comment je peux rester en contact avec ceux qui viennent de partir? En tout cas, je pense que c'est en partie ce qui a été évoqué à l'instant dans cette belle expérience. Donc, c'est, je pense, profondément une attente que nous avons. J'ai perdu ma mère il y a très peu de temps, et je suis assez soft, si je puis dire, sur les événements, mais j'ai sa photo dans mon bureau. Je passe souvent, voilà, avec une petite caresse sur la photo. Enfin, ce lien, alors qu'on va exprimer et vivre probablement de manière très différente les uns des autres, est fondamental, me paraît. Fondamental. Après, évidemment, chacun dans nos propres histoires, dans nos relations de foi ou de non-foi ou de croyance ou autre, y verront quelque chose. Mais la rupture, en particulier la rupture dans le cadre d'une catastrophe comme celle qui vient d'être évoquée, mais nous avons beaucoup de ruptures qui ont cette même intensité, même si ce n'est pas aussi fort, probablement aussi dans nos histoires de vie, ont besoin de garder un lien. Après, ce lien va être exploité, investi probablement très différemment. Mais c'est ma première réaction, il y a une nécessité fondamentale d'être en lien. Cette notion de lien ou d'alliance, après on pourra développer peut-être.
Peut-être Monsieur Künzli, je sais pas, vous êtes témoin quelque part de la force du lien, peut-être de la douleur qui s'associe aussi à ces moments de lien qui tout d'un coup s'interrompent. Peut-être un commentaire? Bien sûr que c'est toujours... alors nous, en tant qu'assistant funéraire, nous, on est appelés... tout d'un coup, il y a un drame, un accident, un suicide, et on intervient à un moment quand même qui est terrible pour les familles. Et je veux dire, tout d'un coup, après un accident ou un suicide, on doit appeler une entreprise de pompes funèbres. 5-6 heures après, vous devez faire des démarches administratives. Et pour moi, ce qui est aussi toujours difficile, c'est que on vend, nous, une prestation. Il n'y a pas une gratuité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit choisir un cercueil et c'est toujours quand même difficile. Et moi, j'ai vu des gens qui auraient pu me jeter ce catalogue de cercueils parce que, voilà, ils auraient même faire leur valise pour partir en vacances. Enfin, juste pour vous expliquer que nous, on rentre dans des moments où on accompagne des gens, ben voilà, qui ont des fins de vie qui sont, on peut dire, normales avec l'âge. Et puis, il y a les drames ou qui sont plus difficiles, quoi, je veux dire. Et moi, j'ai commencé quand même, j'avais 19 ans, puis à 19 ans, on se dit la mort, ça c'est... On est immortel à 19 ans, on se dit c'est plus loin. Puis avec les années, ben, ça nous touche de plus en plus parce qu'on a nos copains d'école, nos amis qui s'en vont, et puis ça nous fait quoi. Bernard Schumacher. Merci. Moi, j'aurais l'une ou l'autre petite réflexion. La première, ça me vient par rapport à ce que vous dites. Le jeune a beaucoup de problèmes de se confronter à la mort parce que le jeune pense encore qu'il a toute l'éternité devant lui. Lorsque j'ai dit à mes étudiants qu'ils ont encore 3 fois et demi à ce qu'ils ont à vivre, c'est-à-dire à peu près 90 ans, si je suis gentil, ça fait qu'ils prennent peut-être un peu conscience que la temporalité passe. Et plus la temporalité passe, plus nous prenons conscience qu'au fond, le temps est compté. Mais la question que je me pose, c'est ne faudrait-il pas essayer, c'est très difficile, de vivre comme si c'était le dernier jour? Et si nous essayons de vivre comme si c'était le dernier jour, qu'est-ce que ça a comme impact sur ce que je vis? Si ce matin je disais au revoir à mon épouse, comme si c'était la dernière fois, la plupart du temps, nous pensons que nous reverrons les gens. La deuxième chose que j'aimerais réagir par rapport à votre oncle, rapidement, il me semble qu'au fond, les morts ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Les morts appartiennent aux vivants. En d'autres termes, le prise au revoir, c'est l'affaire des vivants et non pas des morts. C'est-à-dire que nous enterrons quelqu'un pour nous, pour prendre distance, pour prendre un au revoir, mais cet au revoir dure pas mal de temps. Et j'ai la troisième question qui me revient et qui me perturbe assez, c'est quelle est la place de nos morts dans nos sociétés? J'ai récemment lu qu'on a un problème avec nos, si vous voulez, lieux d'enterrement, c'est-à-dire ici qui ne sert presque plus à rien parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont enterrées, qu'on brûle et donc on maximise la place. Ma question, c'est quelle est la place de nos cimetières qui servent à rien? Donc quelle est la place de nos morts dans nos sociétés occidentales? À moins que ça brûle les lèvres de quelqu'un de poser une question, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire. On complexifie un tout petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de cet oncle. C'est pas mon oncle direct, hein, mais tout le monde l'appelait oncle Olivier. Ça dit aussi l'affection qu'il y avait pour cette personne. C'est la question des volontés. La famille, dans le sens strict, quelques enfants, je crois qu'ils étaient 4 enfants, il avait 4 enfants, se sont trouvés confrontés à ces volontés. Et c'était quelqu'un de très volontaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trahit la volonté pour un plus grand bien, ou on respecte la volonté. Mais trahir la volonté, ça signifie aussi, entre la fratrie, une volonté à peu près homogène. Et là encore, les points de vue étaient différents. Donc ça a créé, dans la génération suivante, beaucoup d'émotions et de troubles. Je ne suis pas là pour résoudre mes problèmes de deuil, mais disons que je réagis parce que j'ai été témoin de ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup troublé de voir qu'un décès, et quelqu'un qui avait voulu mettre en ordre quelque part les choses après son décès, créait finalement plus de troubles par sa volonté, ses dernières volontés.
Je me tourne peut-être vers Monsieur Künzli, parce que je pense que ce sont des choses que vous voyez dans votre activité aussi, hein, j'imagine. Ben, on apprend toujours. Je veux dire, moi j'ai appris que une fois j'étais appelé par une famille pour un jeune qui était mort par accident, mais je vous parle il y a 25 ans en arrière, et les parents étaient complètement démunis. Que faire? Est-ce qu'on procède à une crémation ou à une inhumation? Et puis ils m'ont demandé conseil, et puis je vous parle dans le contexte il y a 25 ans en arrière. On se disait d'avoir une tombe, d'avoir un endroit pour se recueillir, c'était très important. Mais finalement, et puis moi c'est ce que je leur avais conseillé, puis finalement c'est ce qu'ils ont fait. Mais par la suite, je me suis rendu compte, je crois que cette dame, elle allait sur la tombe, ça se passait pas bien. Et quand elle me voyait, elle me disait toujours, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et plus jamais, quand on me pose la question, vous devez prendre votre décision. Vous voyez, ça m'a travaillé longtemps, ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment les familles qui doivent choisir est-ce qu'on souhaite une crémation ou une inhumation. Et c'est pour ça que les directives anticipées par rapport à un contrat ou comme ça permet quand même d'aider beaucoup les familles par la suite. Patrick Jeunesse, vous voulez peut-être réagir sur cette question-là? Comment est-ce qu'on accompagne les familles en deuil pour essayer de les conseiller au mieux ou faire un peu de maïeutique, faire émerger dans les familles? Et encore, qu'est-ce que ça veut dire famille, hein? De quel cercle on parle? Faire émerger quelque chose, une solution? Oui, mais quand vous rencontrez une famille, je veux dire, il y a 4-5 enfants. Les 5 enfants ne sont pas d'accord sur le sujet. Vous faites comment? C'est celui qui a le plus des enfants qui prend la décision, puis les autres, ils subissent. Mais comment faire? C'est pas... Pour nous, c'est une situation. Et puis, on ne peut pas prendre à partie. Moi, quand je suis à table avec des familles, j'essaye de regarder que chacun, son point de vue, puisse donner son accord. Et puis après, mais souvent, des fois, c'est celui qui a le plus. Le chef de famille qui. D'accord. Oui, moi je dirais deux choses. Alors il y a d'un côté tout ce qui est soulevé dans la famille ou à l'intérieur des individus en lien avec les dernières volontés, par exemple. Et puis ça fait vraiment partie de ce que chacun, j'aurais envie de dire, doit se coltiner comme réalité et avec laquelle il faut avancer et par rapport à laquelle, justement, il y a un processus de deuil à faire, avec plus ou moins peut-être de regrets ou de choses qu'on aurait voulu faire mais qu'on n'a pas pu, etc. J'aurais juste envie de rebondir sur l'histoire du lieu. Parce que je continue quand même de trouver que le lieu est un endroit extrêmement important. Petite anecdote d'une des premières personnes qui est venue au téléphone du vent, qui a perdu son conjoint. Elle perd son conjoint qui était resté dans son pays d'origine. Il venait d'arriver en Suisse. Et le monsieur avait encore 3 mois à donner pour son travail. Elle est déjà venue en Suisse avec leur enfant d'une année. Et puis un matin, on lui téléphone qu'il était mort. Crise cardiaque, foudroyante. Ils n'étaient pas mariés. Il y avait une difficulté de communication dans la famille de ce conjoint. Et cette dame, pendant 3 ans, n'a aucune idée de ce qui a été fait avec son compagnon, père de leur fille. Et au bout de 3 ans, je ne sais pas comment, elle arrive à savoir dans quel cimetière il est, et en sachant qu'il a été incinéré. Cimetière qui se trouve à 850 km de là où elle habite maintenant, dans un endroit qui ne veut rien dire pour elle. Elle est sortie de la cabine et elle a dit « Ah, ben dis donc, c'est la première fois que j'arrive à me connecter vraiment de nouveau avec lui, et maintenant, enfin, j'ai un lieu. Je vais revenir avec notre fille. » C'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois. D'où l'importance quand même de ce lieu, même si on se dit qu'on fait des choses d'un point de vue symbolique, que c'est à l'intérieur de nous, etc. La place et le lieu pour faire mémoire, c'est vraiment pas innocent. Merci. Michel Fontaine, vous aviez quelque chose à dire sur cette question de la fratrie? Oui, en essayant un peu de prendre, non pas de sortir des événements ou des expériences parce que c'est très signifiant, mais ce que j'aimerais aussi
posez indirectement comme question et que je me pose par la pratique, c'est prenons-nous conscience d'un changement énorme de paradigme, si je puis dire. Je donne 2 exemples. J'ai perdu mon père en 1956. C'est loin. J'avais 8 ans, vous voyez mon âge. Il était militaire, il rentrait d'Indochine après 4 ans. Tous les jours, on s'attendait à ce qu'il meure. Il se tue en accident de moto. C'était dans la banlieue parisienne. Si j'évoque cela, c'est que l'enterrement a eu lieu. Il était militaire, officier. Sa compagnie était présente, un monde fou. Et on est allé de l'église au cimetière en suivant le cortège. À la porte de l'immeuble de mes grands-parents paternels se trouvait une grande tenture indiquant socialement la mort. En 2021, ma mère est morte. Paris, fin de Covid, très accéléré. Je me suis occupé, etc. L'enterrement a été fait à la vitesse, dans l'église, et je suis prêtre. On n'a pas pu mettre le corbillard normalement devant l'église. Il a fallu accélérer parce que ça bloquait la circulation des rues. C'était rue d'Amsterdam, pour ceux qui connaissent Paris. On est allé en précipitation au cimetière, c'était le cimetière d'Asnières, juste pour signifier qu'en près de 60 ans, on évacue complètement l'événement. Et effectivement, nous étions aussi dans ce grand moment du Covid. Mais c'est ça qui m'interpelle aussi, parce que est-ce que nous prenons du temps à la fois pour accompagner nos morts, mais aussi pour que nous, moi je n'ai même pas vu les gens, les 10 personnes qui avaient pu venir à l'église, je ne les ai même pas salués. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous interpellent. Peut-être que ce soir, on peut aussi se dire, mais attention, les choses vont très vite, c'est évident, mais c'est ça qui m'interroge beaucoup. Ce temps, ce moment d'accompagner. Le 3e exemple, j'aurais pensé le dire, mais peut-être pas tout de suite, mais je vais le faire quand même. Une personne de 88 ans, sur Genève, avant Noël, me téléphone, je la connais bien, qui me dit « Michel, j'en ai assez de la vie, mon mari est mort il y a 3 ans, je vais appeler Exit ». Je la vois, on se rencontre, on laisse passer Noël, elle me rappelle ensuite après, elle me dit « Ma décision est prise ». Et je l'évoque parce qu'on a parlé de maîtrise tout à l'heure, et que tout était, et un petit peu l'exemple probablement de votre oncle, enfin très lointain, tout a été réglé, maîtrisé. Cette dame, dans sa vie, qui n'avait aucun problème financier, a toujours géré considérablement l'ensemble de son existence. Et elle voulait absolument que j'organise quelque chose, je le mets entre guillemets, bien sûr, je lui ai dit « Je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi ». Pas jusqu'au moment où tu prendras la potion létale, on pourra en parler après si vous voulez, mais je serai présent et j'accompagnerai les gens qui sont là, plus de 100 personnes, l'entourage. Elle avait une dame de compagnie qui était complètement, bien sûr, déboussolée par l'événement, et d'autres personnes. Donc voilà, c'est 2 choses que je retiens, enfin que je pense pouvoir aussi évoquer avec vous. Ce problème de maîtrise, de vouloir absolument contrôler la mort comme si c'était un problème à régler. La mort n'est pas un problème, à régler en tout cas. Et le deuxièmement, la place des autres. La place des autres. C'est très important qu'on soit attentif à cela. Enfin, j'aimerais bien qu'on échange à ce moment-là. Merci. Vos questions ont la priorité. Moi j'en ai une, mais vous avez la priorité. Ah, je vois une main se lever. Même 2 mains. Magnifique. Isabelle Roulin, je suis célébrante laïque sur le canton de Fribourg depuis 2006 et j'aimerais juste dire l'importance pour les personnes qui restent d'avoir leur place et de pouvoir être à la cérémonie des acteurs. Et je favorise toujours les gens, je dis tous ceux qui ont essayé de venir parler, tous ont réussi et c'est toujours un cadeau que vous faites à la personne qui s'en va quand vous acceptez de venir témoigner. Et certains n'ont pas la force, mais parfois ils viennent apporter un objet.
Je me rappelle d'une vieille dame, elle avait fondé la société de gym à Yverdon. Et une des dames, elle était tellement triste, mais elle a accepté de venir porter un training. Et je vous assure que quand elle est venue déposer ce training à côté de la photo et du cercueil, eh bien, c'était un intense moment pour elle et pour tous les autres. Et c'est tellement des gestes qui sont petits et anodins, mais qui ont une importance tellement grande pour les personnes. Et je trouve que si on peut favoriser à la fois des chants qui correspondent aux personnes, à la fois des textes et à la fois des témoignages, eh bien, je vous assure que c'est des célébrations qui ont une couleur, qui permettent aux personnes d'avancer autrement pour la suite. Merci. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou commenter. C'était plus une expression qu'une question, en fait, mais peut-être que quelqu'un souhaite réagir. Bon, moi, j'aurais envie de dire que c'est donner un démarrage extrêmement propice au travail de deuil que de proposer des petits rituels comme ça, entre guillemets. Hein. Ça veut dire, le travail du deuil, c'est quand même aussi de se confronter un peu à des émotions et puis d'arriver à mettre des mots sur des émotions, ce qui n'est pas toujours évident. Et par exemple, la dame qui vient avec son training, elle va vivre des émotions qui vont lui permettre de savoir un peu où elle en est ou de comprendre comment elle vit les choses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement propice pour aller de l'avant. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question, une intervention. Monsieur. Bonsoir, Jean-Luc Chapalet. Ce qui m'interpelle dans ces discussions jusqu'à maintenant, c'est qu'on parle que de l'après. J'ai perdu ma mère au mois de décembre et elle est partie par choix, avec exit pour ne pas le citer, mais c'est un moment de la mort, de pouvoir accompagner cette personne, c'est d'une richesse incroyable. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait. Et ça, je pense, quand on parle de la mort, il faut aussi aborder ce thème. Je pense qu'il est important. Ces derniers mois qu'on peut passer avec une personne, c'est un transit, un cheminement qu'on fait avec cette personne. Et puis je pense que ça serait aussi un thème à traiter, à aborder pour sortir de ce blanc, de ce noir. Voilà, c'était ma contribution. Et puis je suis content d'être arrivé au bout de ce témoignage de manière reconstructive. Merci. Un commentaire peut-être autour de la table? Merci beaucoup, monsieur, de ce témoignage. Je réagis autour de l'importance de l'accompagnement et de pouvoir être là et de... Je l'ai vu de par mon métier à un moment donné, avant d'être prêtre et quand j'étais soignant, mais aussi pour nous en famille, d'avoir cette... Vous avez parlé de cadeau, mais quelque part, c'est quelque chose de cet ordre probablement, de pouvoir se dire certaines choses, de pouvoir même dans le silence rassembler des grands éléments de sa vie avec l'autre qui va partir, quel que soit le moyen qu'il a choisi, que l'on respecte, mais d'avoir pu cheminer un moment. J'ai pu le faire aussi avec ma mère qui était à Jeanne Gardier à Paris, dans un service de soins palliatifs. Et j'étais là quand elle était morte, dans mes bras. Ouais. Merci. Oui, merci. Je pense que vous soulevez un point vraiment essentiel dans notre société de course, performance, efficacité, maximisation de la temporalité. Et dans ce cadre-là, on a certaines expériences dans notre existence comme l'amour, mais ici, c'est le mourir. Et dans l'expérience du mourir, c'est un autre rythme qu'on découvre. À moins que nous ayons une crise cardiaque, et les anciens disaient, s'il me plaît, d'une crise cardiaque, délivre-nous.
c'est-à-dire d'une mort soudaine. Mais dans les représentations que nous avons aujourd'hui, une mort soudaine est peut-être une bonne mort. Est-ce vraiment une bonne mort? Une bonne mort pour l'individu ou pour ceux qui restent, ou pour ceux qui l'accompagnent? Il me semble que dans ce temps de mourir, il y a une dimension aussi d'une perte de temps. Mais peut-être cette perte de temps est-elle essentielle? Et c'est peut-être même la plus essentielle, point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est un autre rythme, c'est une autre manière d'être présent à autrui. Sinon, nous ne faisons que de courir du matin au soir, lorsqu'on n'est pas seulement dans la vie professionnelle, mais le jeune retraité, me semble-t-il, m'a-t-on dit, quand on est jeune retraité, je suis encore pire qu'avant. Donc le temps du mourir, c'est un autre temps qui obéit à un autre rythme. Et ce rythme n'est pas seulement pour la personne, même si la personne ne peut plus parler, il y a un autre type de présence qui se met en place. Et il me semble, ma grande question c'est que dans quelle mesure ce type de temps, du temps du mourir, est-ce que, si nous ne pouvons plus le prendre, ça signifie quoi de notre société? C'est-à-dire que, plus fondamentalement, est-ce que nous valorisons seulement certains types de temps ou certains types de relations avec autrui? Et est-ce que le temps du mourir, d'une certaine manière, comme vous le mentionniez, n'est-ce pas, ne nous rappelle peut-être pas quelque chose de plus essentiel que peut-être nous avons perdu, en partie? C'est-à-dire ce temps que nous prenons avec autrui, tout simplement, comme un cadeau. Ah, je crois qu'il y a des mains qui se lèvent, une sur ma droite ici. Alors moi, c'est pour revenir au monsieur. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la mort après avoir enterré une personne, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut aussi parler de mort en la vivant quotidiennement? Ici, je pense à un exemple d'une amie et de son papa. Son papa a été diagnostiqué d'une maladie neurodégénérative et qui a des conséquences assez graves, autant sur sa motricité, sur tout ce qui est aussi neuro au niveau des neurones, etc. Et puis, elle me disait donc qu'elle a perdu son père alors qu'il est encore là. Et que le père qu'elle a connu n'est plus l'homme qu'elle voit actuellement. Donc, c'est vrai qu'il existe physiquement, on peut le voir, mais la mort, elle peut aussi, je pense, intervenir sous une autre forme. C'est aussi lorsqu'on perd une relation, lorsqu'on perd le contact qu'on avait avec une personne et qu'on est dans l'incapacité de retrouver ceci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a une main qui se lève ici, sur ma droite. Ah, je n'ai pas vu, alors je ne peux pas voir toutes les mains qui se lèvent. Alors. Oui, Jeanne Perry. C'était par rapport, par rapport au temps de la mort, pour avoir travaillé plusieurs années dans les homes. Très souvent, je trouve que la personne est bien avec la mort, mais c'est souvent les familles qui le vivent mal et qui ont beaucoup de peine, qui préfèrent que ça aille vite parce que c'est trop douloureux. Et c'est vrai que cette période devrait servir à peut-être s'habituer aussi à la mort, à l'appréhender. Et finalement, on souhaite que ça aille vite. Mais ça vient beaucoup des familles. Je trouve que c'est ceux qui le vivent bien. Mais c'est vrai que des fois, ça peut durer 3 semaines, 1 mois, et ça, les familles le supportent mal, parce que c'est trop long. Mais c'est le temps de mourir. Voilà. C'est le temps que la personne a besoin pour partir. Et on devrait pouvoir respecter ça, le vivre. Voilà. Merci. Alors, il y a une main qui s'était levée ici, devant, depuis un certain temps, puis je vois une main qui se lève aussi au fond. Alors, commençons peut-être par madame, puis ensuite on ira au fond.
Alors, c'est José Stourny. J'ai perdu ma maman mi-novembre l'année passée. Et j'ai envie de dire deux choses. J'ai une grande famille et pour moi, c'était important que chacun dans la famille, les neveux, les nièces, les frères et sœurs, tout le monde puisse faire un chemin pour eux, pour lui, pour elle, pour avancer aussi face à la mort, parce qu'on est toujours confronté aussi à sa mort, à soi. Et ma maman, elle avait la démence sur plusieurs années, donc ça s'est dégradé de plus en plus. Et c'était une femme très forte qui avait envie d'autonomie, qui était toute fière de pouvoir gérer sa vie et qui a dû perdre gentiment, justement, son autonomie. C'était très, très, très difficile. Tout le monde le comprend parce qu'on veut aujourd'hui aussi gérer une autre mort, savoir exactement comment ça se passe. Et elle, à la fin, il faut tout laisser, tout lâcher. On n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à vraiment bien réfléchir, etc. et tout. Et c'était très difficile aussi pour la famille, pour les petits-enfants, de voir leur grand-maman fière, rigolote, plein de joie, à devenir quelqu'un de tout petit, qui arrive presque plus à parler, des fois qui ne nous reconnaît plus. Et malgré cela, quand on a le temps justement d'accompagner, on arrive à voir que dans le cœur, dans l'âme, cette maman, cette grand-maman est restée toujours la même. Et des moments, ça c'est nouveau, ça a surgi. Et c'est ce qui était le plus beau cadeau que ma maman a pu faire. C'est qu'à la fin, quand il n'y a plus rien, il y a le âme à âme. Et que même avec la démence, si la tête ne marche plus, ma maman, l'amour est resté jusqu'au bout. Avec des petits signes, avec des petits trucs. Et c'est le dernier jour où elle est décédée, elle m'a offert encore un immense sourire avant de fermer les yeux. Et là, je parle de dignité. Important que même une personne qui perd tout reste garde en elle cette richesse, cette perle qu'elle a été. Elle est entière. Et avec la mort, pour moi en tout cas, je l'ai senti très fort. Elle a pu enlever cette carcasse pour redevenir nouveau cette perle qu'elle a été. Alors, c'est seulement si on donne le temps d'accompagner et chacun avec ce qu'il peut. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est vraiment très riche, ce que vous venez nous laisser. Je pense qu'il y aura des commentaires sur cette question peut-être de l'inversion de la fragilité, des personnes en fin de vie qui deviennent quelque part ceux dont on s'occupe après qu'elles-mêmes se soient occupées de leurs enfants, la question du dialogue cœur à cœur, la question de comment être avec une personne qui agonise. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commenter ou dire quelque chose. Patrick Jennen. Moi, j'aurais envie de rebondir sur cette question du temps. M. Schumacher en parlait tout à l'heure aussi. C'est pas du tout évident. La question de la temporalité et du fait d'être capable de prendre le temps pour digérer la mort de quelqu'un de proche. Je travaille aussi comme thérapeute pour l'association Adesia qui travaille pour le deuil périnatal et qui fait de l'accompagnement de personnes en deuil périnatal. Et je reçois les gens qui viennent du Nord vaudois. Et à plusieurs reprises, je me suis fait cette remarque que pour des jeunes qui sont... Alors, quand vous faites quand vous avez un bébé mort-né ou des fausses couches ou des choses comme ça, la majorité des gens que je vois pour ça, ils ont entre 25 et 30 ans. C'est pas du tout pour eux l'âge où on a envie de s'arrêter là-dessus, où on a envie de s'apesantir sur cette histoire. On est dans la fleur de l'âge, on pense carrière professionnelle, on pense vie de famille, on a envie peut-être d'avoir un autre enfant, etc. Et c'est extrêmement difficile de garder ouvert
cette espèce de plage, cette espèce de fenêtre qui s'ouvre sur laquelle on peut évoquer quelque chose d'important et de profond en lien avec la mort, parce que c'est pas dans leurs préoccupations fondamentales. Et ici, bon, j'ai un peu le soleil dans les yeux, mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vingtaine. Hein, et je pense que oui, il y en a quelques-unes. J'ai bien dit, il n'y en a pas beaucoup. Petit sondage. Ceux qui sont dans la vingtaine, levez la main. Vous aviez tort, désolé. Mais vous étiez où? Ah ouais, ok, alors voilà, désolé, autant pour moi. Mais ça fait rien, le propos reste valable. C'est pas simple de donner de la place pour ça. Et la fenêtre peut se refermer relativement rapidement, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Mais je pense quand même qu'il y a, au niveau des âges de la vie, il y a des temps où on est plus dans une réflexion par rapport à ça et où c'est plus propice que d'autres moments. Avec mon expérience d'il y a 30 ans, je trouve que dans les campagnes, c'est-à-dire quand il y avait un défunt, c'était qu'on prenait le corps à la maison, donc on avait ce temps de cheminée, c'est-à-dire qu'on faisait la veillée au domicile, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un esprit de famille qui était autour du défunt. Puis quand on allait installer dans des fermes ou comme ça, cet esprit de famille qui était très fort. Et puis tout ça avec les chapelles mortuaires. Maintenant, tout ça a un peu disparu, mais je trouvais que c'était un temps, là, on prenait vraiment le temps de prendre les défunts chez eux, de les accompagner jusqu'au bout. Alors, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir au fond de la salle, puis après, je crois qu'il y a une question qui est venue par les réseaux. Hein. Alors, moi, je vais vous donner 2 témoignages très, très différents. C'est vraiment à l'opposé. Juste pour montrer aussi que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, il y a une ligne de mourir, mais il y en a beaucoup. Et la première, c'est mes voisins. Mes voisins, quand j'étais petite, d'une famille hollandaise. J'ai toujours entendu de leur part que voilà, ils n'étaient pas croyants, que pour eux, Exit, ils avaient signé, ils ont signé pendant, je pense, 50 ans, parce qu'ils sont morts quand même à 80 ans avec cette décision. Donc la dame est partie en premier. On l'a su voilà, un peu par hasard, mais lui étant encore vivant, bon, quelque part, il y avait encore ce lien avec ce monsieur qui était là. Et un jour, mes parents ont simplement reçu une carte dans la boîte aux lettres, monsieur XY, mort tel jour. Donc, il avait préparé sa mort. Et l'organisation, c'était simplement d'envoyer une carte postale à ses voisins pour dire, voilà, je suis mort. Mais sans commentaire, sans rien du tout. Et moi, ça m'a vraiment perturbée. Alors, je me suis posé la question... Ouais, mais il a fallu vraiment que je me pose la question, qu'est-ce qui m'énervait dans cette... Parce que ça m'énervait, il y avait quelque chose qui m'énervait. Je n'étais pas forcément triste dans le sens que je disais, bon voilà, c'est sa décision, il est parti, il se sentait malade, on respecte la chose, mais pourquoi est-ce que ça m'énerve de pareille façon? Puis en réfléchissant, j'ai trouvé la réponse, enfin celle qui est la mienne, c'est qu'il n'avait pas pris en compte que pour moi, lui était important. Que sa vie avait de l'importance. Que partir comme ça, c'était enlever l'importance de sa vie, qui était en tout cas en lien avec la mienne. Même si c'était peu de choses, même si c'était que quelques repas parfois. Et en fait, je lui en ai voulu de ne pas tenir compte que pour moi, il était quand même important et que j'aurais bien aimé juste me retrouver avec d'autres gens. Puis dire, bah, tiens, oui, salut, au revoir, tu as passé ta vie ici, et puis on va quand même marquer le coup, puis se souvenir de toi. Donc ça, c'était la première chose. C'est plutôt pour dire que la vie, tout d'un coup, cette vie-là, elle avait plus d'importance. Je viens, je pars, je fais un caillou, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis, dernièrement, j'ai perdu mon papa, le 1er novembre. Et là, une toute autre expérience qui peut-être va vous rassurer par rapport à l'accompagnement, par rapport au temps, par rapport à l'investissement qu'on peut avoir dans cette fin de vie. Bon, déjà, fin de vie avec des années et des années de maladie, donc peut-être aussi préparé à la chose. Mais pour moi, peut-être cet exemple de vie qui était parti avant un peu de façon
enfin, pour moi, c'était un peu malhonnête de l'avoir fait comme ça. Je me suis dit, là, j'ai envie d'accompagner mon papa dans cette fin de vie, mais pas seulement pour lui, mais aussi pour moi, puis pour tous les gens qui sont autour, pour qui, lui, il est important aussi. Et je peux en parler vraiment de façon très, très sereine, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le temps de l'accompagner, le temps de lui faire aussi, de laisser lui aussi la capacité d'accepter que c'était le dernier moment, parce que c'était quelqu'un qui voulait absolument vivre. Et au moment où vraiment plus rien n'était possible, il a décidé lui-même, il a dit bon, c'est bon, on arrête les médicaments, dans l'espoir et l'idée qu'il allait mourir prochainement. Et puis, il a eu cette grandeur de dire je vais convoquer mes petits-enfants, et puis on va rigoler un bon coup, on va se dire au revoir. Et c'était un moment absolument génial. Bon, bien sûr, tout le monde pleurait un petit peu, mais lui, il était là, comme le prince qui dit au revoir à la foule, là. Et il disait pas de pleurs, pas de fleurs, verser les liqueurs. Alors voilà, il essayait de mettre un peu la bonne ambiance. Et il a attendu gentiment encore pendant une semaine que la mort... Enfin, il a fait exprès d'attendre le 1er novembre pour s'en aller, en étant sûr qu'on allait le célébrer chaque 1er novembre. Et voilà. Et puis après, le reste a suivi de la même façon, avec le temps, que les gens puissent aussi vraiment prendre possession de cette vie qui s'en allait, mais pour laquelle ils avaient un bon souvenir. Tout le monde pouvait se souvenir aussi de cette personne qui était une personnalité en soi aussi. Et voilà, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'on est encore dans la campagne, mais ça arrive encore, qu'après il y a encore des témoignages à l'église, ces témoignages qui se sont faits pour les autres aussi, pour pouvoir leur donner la place de leur propre place avec cette personne qui s'en va. Merci d'avoir partagé votre expérience. Il y a une question qui est arrivée par les réseaux. Effectivement, en fait, il y en a même deux. D'abord, je vais commencer par un partage, une réaction. Je vais l'appeler Madame Baronne et je vais la citer. Donc, mon père est décédé quand j'avais 17 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. C'était de manière soudaine et dans la nuit. Le plus dur a été de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Lorsque ma grand-mère était en fin de vie, j'ai profité, entre guillemets, du temps qu'il nous restait. J'ai pu faire mon deuil d'une autre manière. C'était appréciable. Et l'autre réaction que je voulais partager, c'est celle de Madame Buty. Donc pareil, je vais la citer. Je voulais parler de l'effet que peut avoir de parler en amont de ses désirs concernant la fin de vie, la sienne, celle des autres. En habitant, entre guillemets, la perte avant qu'elle n'advienne, j'ai l'impression qu'elle devient non pas plus facile, mais plus familière. La chanson choisie par avance pour l'enterrement, par exemple, peut se charger de souvenirs du temps du vivant et devenir un soutien durant le temps du deuil. Merci. Alors, je vois une main qui se lève ici, mais il y a une main qui s'était levée au fond tout à l'heure. Puis après, on reviendra avec le micro de ce côté-ci. Monsieur. Oui, j'aimerais juste intervenir par rapport à les 3 points dont vous avez parlé au début, autour desquels on pouvait se questionner. Et ma question, c'est autour de l'obscénité. Et je me demande comment on est arrivé à une situation, à des habitudes où justement on ne garde plus les morts chez nous. On éloigne les enfants des cercueils, on ne s'occupe plus de nos morts. Et je parle de ça parce que j'ai perdu ma compagne il y a 4 mois et j'ai choisi elle est morte à la maison et je l'ai gardée dans le cercueil, je m'en suis occupé avec mes enfants. Et c'était presque de l'étonnement de la part de l'entreprise des pompes funèbres. C'est pas celle où M. Kunstli travaille, mais... Et on m'a tout de suite dit qu'il fallait demander au voisinage et les avertir que j'allais garder un mort dans mon appartement. Et j'ai été très surpris. Et je me pose la question justement, comment on en est arrivé là. Moi, j'ai 58 ans et dans un village fribourgeois où on disait qu'on allait prier. Et depuis tout gamin, on allait dans les maisons prier avec le cercueil ouvert. Et puis, ça faisait partie du deuil qu'on faisait de nos proches. Et
Et voilà, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse. Alors, on va la relayer alors, peut-être. L'un d'entre vous? En tout cas, en tant qu'assistant funéraire, donc c'est un droit de les personnes qui souhaitent garder leur défunt à la maison, c'est un droit qu'ils ont, et de participer et même de procéder à la fermeture du cercueil. Nous, on procède avec eux. C'est un beau cheminement, c'est prendre du temps, comme on a dit, pour le deuil. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, en tant qu'entreprise de pompes funèbres, nous, on est ouvert à personnaliser. En tout cas, nous, on essaye au maximum de personnaliser, d'être à l'écoute des familles. Et puis, finalement, le défunt, il s'en va, mais c'est quand même les gens qui doivent... La famille qui doit continuer à vivre. C'est pour eux qu'il faut faire tous ces gestes qui sont importants. Michel Fontaine, vous vouliez commenter aussi? Alors, je réagis, enfin, je rebondis sur l'intervention aussi de Madame qui a donné ces deux situations. Pour moi, derrière, il y a, et ça rejoint un peu ce que j'ai lancé tout à l'heure en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, si on a bien entendu des réponses à cela, ce glissement, ce que j'ai appelé un changement complet de paradigme par rapport à la mort, et qu'on est peut-être aujourd'hui en train d'essayer de se réapproprier ce qui constitue non pas quelque chose de lugubre et de funèbre, mais le sens profond de notre vie. Je voulais vraiment remettre l'accent sur deux choses qui ont résonné chez moi également et que je trouve important. C'est dans l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure sur ces deux situations, se réapproprier, je viens de l'évoquer, se réapproprier la mort comme étant avec ce monsieur qui a été accompagné et que l'environnement était présent et que cet accompagnement, on a peur d'utiliser ce mot. Le mot agonie est terriblement ambivalent et on ne veut plus l'entendre alors que pour le monde des soignants, c'est une réalité. Ça veut dire le combat. Alors un combat n'est pas nécessairement dramatique, mais c'est tout d'un coup rassembler les fondamentaux de sa vie et puis permettre à ceux qui sont là présents à ne pas s'affoler de cela et de faire des points de jonction, de résonance, de rentrer dans cette transmission. J'ai juste un exemple. Je suis parti plusieurs années en Afrique où je travaillais dans un hôpital du Nord Cameroun. Et je me souviens d'une fois, en fin de journée, une famille est arrivée. On avait un vieux monsieur qui était en soins dans un de nos services, qui sont venus nous dire avec détermination, nous venons prendre notre papa. On a commencé à être un petit peu inquiets et très vite on a compris. Et ils nous ont donné la raison. Nous venons non pas vous dire que vous le soignez mal, mais parce que maintenant, il doit nous dire quelque chose. Le sens de la parole, de cette transmission, alors c'est un peu symbolique ce que j'évoque là maintenant, mais c'est beaucoup plus dans les petits détails que vous avez vécu. Donc ça, comment se réapproprier cela? La deuxième chose que je souligne aussi, qui me paraît très important, qui a été dit avec beaucoup de délicatesse, l'autre qui meurt m'importe, quel qu'il soit. Le voisin du quatrième, la personne qui est en train de mourir quelque part. Nous avons, je pense, un peu perdu cela. On a des drames dans le monde, ce qui se passe à Kiev ou à Gaza ou ailleurs. Mais nous avons besoin de retrouver que je ne suis pas seul à mourir. Et le choix de faire une mort personnelle, je la respecte tout à fait. Mais à un moment donné, il y a un hiatus qui se passe. Il y a une souffrance pour les autres de se dire « mais cette personne me manque », même si je ne la connaissais pas beaucoup. Comment retrouver cette forme de transversalité, d'humanité profonde, en fait, que nous avons tous, et depuis les origines, c'est comme cela, hein, indépendamment de nos confessions et de nos relations religieuses. Donc, il y a quelque chose d'anthropologique derrière qui est excessivement fort. Voilà ce que je voulais juste rajouter ou éclairer. Bernard Schumacher. J'oserais rebondir aussi. Merci beaucoup. C'est une très bonne question, la dernière question.
Intuitivement, je dirais peut-être parce qu'on ne vit plus, parce qu'on ne sait plus vivre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vivre? Mais on est dans une société, vous l'avez mentionné dès le début, d'une maîtrise totale et d'un contrôle. Non seulement d'une maîtrise, on est sorti du Covid extrêmement rapidement, façon de maîtriser la chose, mais nos vies sont de l'ordre de la maîtrise. Et est-ce que la vie, c'est la maîtrise? En d'autres termes, est-ce qu'une vie avec maîtrise, est-ce que ce n'est pas déjà ne pas vivre? Si je rentre en relation, si je tombe amoureux, il faut que je me démaîtrise de ma maîtrise. Sinon, je ne tomberai jamais amoureux. En d'autres termes, la notion que Michel m'a mentionnée, la dimension de la communauté. N'est-ce pas? La vie, ce n'est pas simplement une vie individuelle, ce que nous avons de plus en plus, ce que nous pensons de plus en plus, mais c'est d'abord une vie en communauté. Ce que peut-être le mouvement écologique remarque de nouveau, c'est qu'il y a un écosystème. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi nous-mêmes un écosystème? En d'autres termes, que nous vivons dans une communauté. Et dans la communauté, l'autre ne m'est pas indifférent. Et vous voyez le drame. Si je suis indifférent face à autrui, que va-t-il se faire lorsque je souffre? Lorsque je vais être dans des situations difficiles, et d'autant plus lors de ce temps du mourir, voire du deuil. Et donc, est-ce que je n'attends pas de l'aide d'autrui? Mais pas seulement de l'aide, je me laisse être disponible à quelque chose qui n'est pas prévisible. Et il me semble, le temps du mort, le temps de ce deuil, ce sont tous des expériences que nous pouvons faire au fond d'une ouverture vers une expérience du lâcher, j'aime pas le mot, mais du lâcher-prise, c'est-à-dire d'une déprise. C'est-à-dire, pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut lâcher prise. Et c'est le plus difficile. Et c'est peut-être le moment de la mort où on apprend peut-être l'essentiel de cette déprise. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'une communauté. Vous me permettez d'aller un tout petit peu plus loin? Vendredi Saint, vous avez dit. Il y a un autre objet que nous ne parlons pas et qui me semble extrêmement important. Ça s'appelle l'espérance. En d'autres termes, l'espérance, c'est la possibilité de recevoir quelque chose gratuitement, mais que je ne peux pas actualiser moi-même, mais dont j'ai besoin de la communauté, voire, pour l'espérance fondamentale, d'autres choses. Mais c'est cette manière d'aborder la vie où la vie se donne elle-même. Et peut-être, je ne suis pas certain de ce que j'avance, hein, mais c'est une très bonne question, c'est peut-être parce que nous vivons de moins en moins, paradoxalement, même si nous vivons de plus en plus, longtemps. Mais nous vivons peut-être de moins en moins parce que vivre ne signifie pas seulement, ce qui est bien aussi la maîtrise, mais aussi, plus particulièrement, une sorte de démaîtrise de vouloir tout maîtriser. Merci. Il y a des mains qui se sont levées ici. Oui, monsieur ou madame. Bonjour, Sylvie. Moi, je m'excuse, c'est difficile de parler après vous. Parce que moi, je reviendrai sur le temps qu'on accorde avant de mourir aux gens. J'ai vécu en une année 3 décès. Mon beau-père, mon mari 4 mois plus tard et mon papa 9 mois plus tard. Mon beau-père et mon papa sont décédés à 74 ans d'un cancer. C'est clair qu'on avait envie qu'ils partent le plus vite, pas le plus vite possible, mais qu'ils soient délivrés à quelque part. Mon mari est mort d'un cancer, mais à 54 ans. C'est pas la même chose. Nous, on a eu, mais jusqu'au dernier moment, à la dernière minute avant qu'il s'en aille, l'espoir qu'il passe à travers la lucarne puis qu'il reste parmi nous. Donc, donner du temps pour accompagner nos futurs défunts, ça dépend de l'âge de la personne, à mon avis. De ce que j'ai vécu, j'ai pas imaginé que... J'ai quand même pu dire au revoir à mon papa en lui disant « Mais vas-y, si tu vois la lumière, si tu n'en peux plus, vas-y, on s'occupera de maman, inquiète-toi pas. » J'ai pu dire un peu la même chose à mon mari, parce qu'il a lutté pendant 3 ans vraiment avec acharnement, et admirablement aussi. Et là, j'ai pu lui dire 4 jours avant son décès, « Jean-François, si tu n'en peux plus, si tu as la lumière blanche qui s'allume cette nuit, vas-y,
laisse-nous, on se débrouillera, mais débrouille-toi pour veiller sur nous et surtout pour nous dire ce qui se passe derrière. Et on a eu un magnifique message 1 mois plus tard par un médium. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que jamais je lui ai dit au revoir au cas où, mais jusqu'à la dernière seconde, l'espoir était quand même là qu'il ne s'en aille pas, quoi, qu'il y a des miracles qui arrivent, qu'on passe à travers la lucarne et puis les médecins ne comprennent pas, il n'y a plus de traitement, mais la personne reste encore là 5, 10, 15 ans. Voilà. Merci. Monsieur. Je voulais faire un lien avec une question un témoignage qui a été fait avant sur une personne qui voulait faire de l'humour sur sa propre mort. En fait, j'ai été témoin d'une situation relativement drôle. J'étais en soirée avec des jeunes de 18-20 ans et il se trouve qu'une de ces personnes avait sa mère qui était décédée, écrasée par un camion. Et tout le groupe de jeunes faisait énormément de blagues sur cette mort. Donc, disait des choses comme paf, c'est qui? C'est la mère à Madone. Ce qui peut être drôle si on fait partie de leur groupe, si on connaît les personnes et si on est dans cette ambiance jeune. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, l'humour sur la mort. Et maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est à quel moment on fixe les limites quand on rigole de la mort? Et est-ce qu'on doit en rire? Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est un ordre, en fait, de devoir mourir de la mort? Est-ce que ça doit rester un tabou? Quelles sont vos pensées sur cette question? Très bonne question. Qui se sent inspiré pour y répondre? Peut-on rire de la mort? Et avec qui? Et quand? Merci pour la question, parce qu'elle est très vraie. J'ai une image qui me vient. Peut-être que vous allez la trouver curieuse. J'ai l'image du carnaval. Le carnaval est aussi dans la grande tradition au-delà de l'Église ou de la religion pour se moquer. Et si on ne se moque pas, précisément si on ne se donne pas cette possibilité-là de tout inverser, eh bien, la vie en tant que telle ne peut pas avancer comme elle devrait avancer. Et c'est important d'engranger, si je puis dire, cette capacité que nous perdons un peu ou qui, en tout cas, des fois est un peu déplacée. Mais pour vraiment entrer dans votre question, je crois que fondamentalement, et après je donnerai une ébauche de réponse, enfin de compréhension pourquoi je dis ça, je crois effectivement que l'on peut se moquer. Mais bien sûr, vous en avez donné un tout petit peu le cadre. Ce qui me vient automatiquement, c'est que si je me moque de la mort de quelqu'un et que je connais la personne qui reste, je dois être aussi très attentif à la manière dont cette personne peut comprendre ou ne comprendrait pas, mais en tout cas puisse être accompagnée pour que cette moquerie, en fait, cette manière très dégagée de sortir, non pas de la convenance, mais parfois c'est une convenance. Hein, quand on fait plusieurs enterrements, on se rend compte que... Souvenez-vous de ces moments de faux rire qui peuvent arriver parfois à l'occasion d'un enterrement. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de déplacer complètement la chose, mais qu'il y a au plus profond de nous-mêmes la volonté très inconsciente de dire, eh bien oui, tu veux être le plus fort, eh bien moi je serai aussi le plus fort en me moquant de toi, car tu n'as pas le dernier mot. Et alors ma petite ouverture, je suis croyant, comme vous pouvez l'imaginer, la mort est un passage vers quelque chose de très beau. Donc je peux en rire et être heureux. Si je peux rappeler une séquence humoristique qui s'est déroulée dans une église lors des funérailles d'un des membres du groupe des Monty Python, donc les humoristes. Et en larmes, mais en même temps avec humour, un des membres survivants disait « Tu as été le premier à dire shit à la BBC, je serai le premier à dire fuck dans une église. » Et tout le monde a ri, mais on voyait les visages évidemment en larmes.
Je crois que madame, avec l'écharpe blanche, ça fait assez longtemps que vous avez levé la main. On va vous donner la parole. Alors, dilemme. Allez-y, madame. Oui. Bonjour, Betty. Je reprends le témoignage de monsieur qui parlait des rites d'amener le défunt à la maison. Moi, mes 3 grands-parents ont été veillés à la maison. Et puis, je m'adresse à vous, monsieur. Est-ce qu'on peut se passer des pompes funèbres, des services de pompes funèbres? Alors là, vous me posez une... Alors, disons qu'un corps, donc, il doit avoir une enveloppe, donc automatiquement, il doit être... on doit avoir un cercueil pour... vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même... parce que nous, on fait quand même toutes les démarches auprès de l'état civil, parce qu'on a tant d'heures pour annoncer le décès d'une personne. Et, voilà. Par contre, je veux dire, la famille peut participer. Nous, on a des familles qui nous demandent est-ce on aimerait habiller le défunt, donc d'assister vraiment à toutes les démarches pour le processus de deuil. Et nous, on est ouvert à ça. Mais c'est pas assez de pompes funèbres. Parce que, vous voyez, une personne qui décède à l'hôpital, donc il faut aller le chercher, le transférer. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir c'est-à-dire que nous, on a des véhicules qui sont homologués pour... ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas où est le micro. Ah, voilà, d'accord. C'est Monsieur Bakou Meza. Je voudrais peut-être pas compléter celui qui vient de parler de est-ce qu'on peut rire de la mort. Oui et non, mais chez nous, on se réjouit parfois du fait que un aïeux, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu, et qui a laissé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et finalement, Dieu l'appelle. Et au lieu que les gens pleurent, les gens se réjouissent, ça devient comme une fête, quoi. Voilà. Et c'est là je voulais compléter un peu mon ami qui a parlé de ça tout à l'heure. Par ailleurs, je voulais également renchérir sur l'accompagnement. Ça dépend également des circonstances de la mort. Moi, j'ai vécu une situation il y a de cela 35 ans, plus de 35 ans maintenant. J'avais perdu ma fille de 2 ans. Et là, je voulais également dire aussi que ici, il ne faut pas qu'on fasse la séparation entre la mort d'un petit enfant d'1 an ou d'un adulte. Non, un mort, c'est un mort. C'est quelqu'un qui est décédé. Et ça fait de la peine. Mais les circonstances, c'est que ce jour-là, l'enfant était avec moi au petit salon. Vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle la cour commune, mais dans la maison. Et on partageait. Aussitôt qu'il m'avait quitté, 2 minutes plus tard, j'entends des cris. Et je me lève de mon canapé. Je sors, on me dit l'enfant vient de trébucher et a cogné une marmite qui était en feu et elle s'est brûlée au 3e degré. Nous l'avons amené à l'hôpital et 2 jours après, il est décédé. J'ai eu, comment je peux dire, c'est comme si c'est moi qui étais... C'était une sorte de culpabilité. Je me suis dit, mais si je l'avais retenu, ça ne serait pas arrivé. Peut-être que ça ne serait pas arrivé. Et j'ai su rester avec cette culpabilité. Je vous dis, même jusqu'à présent, lorsque j'y pense, ça me met mal à l'aise, je ne dors pas. Mais ça fait beaucoup de temps pour que je puisse
me remettre, mais de temps à autre, ça me revient. Donc voilà ce que je voulais donner comme petit témoignage par rapport à l'accompagnement. Et j'ai eu des gens, de proches, parents, mais j'ai eu des enfants qui sont nés après celui-là. Mais ça ne m'a pas empêché, ça ne m'empêche pas toujours d'y penser, parce que les circonstances étaient tellement atroces. Voilà. Merci. Patrick Jeunesse. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de faire un commentaire sur ce qui est en train de se passer ici. On parlait tout à l'heure des rituels, d'un certain nombre de rites qui se faisaient il y a encore 30 ans, qui sont partis, du temps qui passe très vite. On parlait de ce monde dans lequel on vit, qui est un monde beaucoup plus individualiste que collectif. On se posait la question de savoir comment on fait pour garder une certaine qualité d'attention. Moi, je trouve assez génial ce qui se passe ici. Quand on m'a invité pour un café scientifique, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que je vais faire là-bas ?» Moi, je ne suis pas scientifique du tout. Mon rayon, c'est pas très scientifique. La psychologie, c'est pas vraiment la science la plus dure qu'il existe. En fait, je trouve assez génial le glissement qui s'est opéré depuis un moment, parce qu'on n'est pas dans un café scientifique. On peut avoir une belle pensée pour notre Bernard Crétat national. On est dans un café mortel ici. On est dans un café deuil. Il y a très peu de questions. Il y a une ou deux questions, mais il y a une multitude de témoignages. Donc ça montre bien cette nécessité qu'on continue d'avoir et que, heureusement, certaines occasions permettent de laisser s'exprimer, que de parler de la mort, de discuter, de mettre en commun ce qui nous est arrivé. Voilà. J'aimerais, avant de repasser la parole à la salle, glisser un commentaire assorti d'une question. Pour me faire peut-être, pas le défenseur, mais disons l'explicitateur du point de vue de ceux qui décident de faire quelque chose, par exemple, d'imaginer leurs obsèques dans une intimité totale, voire pas d'obsèques du tout. Pour avoir parlé à des gens qui ont pris cette décision, souvent elle est explicitée comme une humilité, une modestie, une envie dans le fond de ne pas, au moment de ces obsèques, que tout le monde soit convoqué dans une relative hypocrisie, que des gens viennent avec des larmes de crocodile, qu'on convoque des gens de la parenté éloignée ou des collègues qui, dans le fond, n'avaient pas forcément de relation du tout, ou pas de relation amicale avec la personne décédée. Et que dans le fond, si je me fais le défenseur de cette vision des choses, ne faire les choses que dans l'intimité stricte, c'est se garantir que ce sera sincère, que ce sera vécu, et que dans le fond, on coupe l'apparat qu'ont eu certaines obsèques par le passé. Encore une fois, j'ai entendu d'autres choses aujourd'hui. Il y a d'autres perspectives qui sont celles de l'entourage, de la famille, des amis, qui ont ce besoin, effectivement, et vous venez de le souligner, d'accompagner, de faire des gestes, etc. Alors comment résoudre cette tension-là, cette humilité? Qui a la plus grande humilité, qui a la plus grande modestie dans l'histoire? Quel intérêt est à protéger? Celui qui s'imagine qu'il faut faire ça, vraiment excuser la poussière, je ne convoque personne, ou défendre le point de vue qu'on a beaucoup entendu ce soir de gens qui ont besoin d'accompagner, de faire des gestes, et puis qui se sentent mal que quelqu'un résilie, dans le fond, des liens sociaux en décidant de faire les choses dans une discrétion absolue. Je pose la question comme ça. J'aimerais juste parler en tant que pas comme pont funèbre, mais disons que j'ai vécu une situation où je connaissais une amie d'enfance et qui est décédée. Et quand tu vois son faire-part dans le journal que tout s'est passé, il y a quand même une frustration, mais ça c'est vraiment personnel, que j'aurais aimé aller me recueillir devant cette personne que j'aimais beaucoup. Et puis ça m'est resté quand même... voilà, mais ça c'est vraiment personnel, quoi. Merci, on a encore quelques... Pardon, oui. Votre question, elle n'est pas simple, mais nous jouons tous une pièce de théâtre, en partie. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne jouerait pas aussi en partie une pièce de théâtre lorsqu'on va à l'enterrement. C'est-à-dire, c'est la vie sociale.
c'est le statut social, c'est les relations, mais en même temps, peut-être dans le deuil, on risque de devenir un peu plus honnête, ou dans les relations plus authentiques. Mais en même temps, ça soulève... moi, j'ai toujours été impressionné dans certains villages en Italie, où lorsque quelqu'un meurt, on a encore la photo, le nom. Il fait partie de nous. Et donc, c'est la communauté qui se retrouve, malgré le fait que je ne l'ai peut-être pas très bien aimé. Mais en même temps, c'est le théâtre qui continue à jouer. C'est-à-dire le théâtre de la vie humaine. Et donc, ça fait partie de la vie. Et je pense qu'un des problèmes que nous avons, c'est que la mort, qui est devenue obscène, ne fait plus partie de la vie. Et donc, non pas seulement le deuil, mais aussi le prendre congé de... C'est quelque chose qui s'individualise de plus en plus, mais en même temps, dans lequel on se trouve de plus en plus étranger. Et donc, la question de fond, c'est comment retrouver, mais elle est beaucoup plus profonde, comment retrouver le sens d'une communauté. C'est une vraie question. Et peut-être, mais je ne suis pas certain du tout, mais on l'a vu sous le Covid, me semble-t-il, lorsqu'on a une crise, on a de nouveau l'émergence, peut-être, d'un aspect de communauté dans lequel l'autre ne m'est pas indifférent. Même si nous jouons en partie une pièce de théâtre. En partie, je dis bien. Merci. Alors, je ne sais pas où est le micro. Alors, madame. Oui, Jacqueline, je voudrais juste dire que, au fond, il n'y aura pas de miracle. Pour moi, comme pour tout le monde, à un moment donné, on va mourir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ma mort soit une continuité de ce que j'ai vécu. Et j'aimerais que les amis avec qui on a parlé de l'amour, de la mort, de tout ce qu'il y a entre les deux, comme on dit, j'aimerais qu'on puisse continuer comme ça et que ces gens-là, je les accompagne et ils m'accompagnent jusqu'à la fin. Merci. Merci. Alors, on a peut-être encore quelques minutes. Trois questions. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voudrais surtout parler, vous avez beaucoup parlé de temporalité, d'évocation, d'encadrement, d'accompagnement, qui touchent, je dirais, les personnes qui sont endeuillées parce que la mort est prévisible. On s'attend à cette mort. Et moi, je dirais, je suis veuve depuis moins d'une année. Mon épouse a décidé de partir sans m'avertir. J'ai été, on va dire, réveillé dans la nuit par la police qui ont débarqué chez moi en défonçant la porte, qui m'ont menotté. J'ai été interrogé directement chez moi. Au bout d'une demi-heure, la police, enfin la gendarmerie, m'a dit que mon épouse était décédée. Je ne savais pas quels étaient les services de pompes funèbres qui se sont occupés d'elle. J'ai été amené comme un bandit en exploration judiciaire, comme c'est le terme, pendant 8 heures. Où pendant 8 heures, on m'a demandé mon emploi du temps de toute la journée. Et au bout d'une demi-heure, donc j'ai appris que mon épouse était décédée. Elle était décédée en bas de mon appartement. Et c'est cette solitude que tout d'un coup on retrouve, qui fait que ces événements-là, je dirais, habitent mon présent. Je n'ai plus, je dirais, envie de réfléchir à mon futur, de contrôler mon futur. Je n'ai plus envie et je ne peux plus contrôler mon passé. Sinon, je reviens sur tout ce qui s'est passé. Au bout de 9 mois, vous recevez de la justice de paix, comme quoi vous êtes en non-réponse, je ne sais pas comment le terme, comme quoi vous êtes dégagé de toute responsabilité par rapport au décès de votre épouse. Sans aucun, je dirais, sans aucun remerciement, parce que le choix du procureur n'a pas été que j'étais responsable du décès de mon épouse, mais ce choix a été arbitraire, et moi je n'ai rien pu faire. Aujourd'hui, c'est sûr que moi ce décès a été très rapide, très choquant,
parce que j'en ai pris plein la figure, même si j'ai exercé pendant 30 années le métier d'infirmier. J'ai malheureusement des cimetières derrière moi, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes, et je n'ai même pas pu accompagner ma propre épouse. Parce qu'elle est partie évidemment en autopsie, je ne savais même pas, et elle est revenue 15 jours après, où elle était, je dirais, méconnaissable. Voilà. Et je crois que moi aujourd'hui, c'est surtout, je dirais, de vivre au jour le jour et de trouver du plaisir au jour le jour. Parce que je dirais, je n'ai pas de plaisir à recevoir de demain, parce que je n'ai pas envie de contrôler, je dirais, ma vie ou ma mort pour demain. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Encore deux interventions. En chemin vers Madame, parce que la question précédente vous a cédé la place. Je vous lis juste un témoignage que j'ai reçu. C'est Charlène qui nous dit « J'ai perdu mon papa l'automne passé. Ma famille et moi avons eu la chance de l'accompagner, de prendre le temps d'aller vers se mourir. Cela m'a aidé dans mon deuil. Ce qui me soulage aussi, c'est d'espérer d'avoir des signes du défunt qui confirmeraient que la mort n'est pas totalement une fin. Qu'en pensez-vous » Ce sera peut-être le mot de la fin tout à l'heure. Je crois que ça avait déjà été évoqué par Madame tout à l'heure, les signes possibles de l'au-delà. Mais je vous passe le micro pour la dernière question. Merci beaucoup. C'est pas très facile d'intervenir après le dernier témoignage. Donc voilà, moi j'ai aussi une activité d'aumônier en EMS à temps partiel, et puis j'accompagne un groupe d'endeuillés ainsi que des endeuillés en individuel. Mais ce que je voulais partager, c'était par rapport au choix de mourir, notamment avec Exit. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. Et puis, quelque part, je ressens quand même ce besoin de partager mon sentiment qu'il y a des situations pour lesquelles ce n'est pas la moins mauvaise des solutions. Et qu'on a aussi un travail à faire à respecter le cheminement d'une personne dans une certaine liberté. Et que si elle a bien été accompagnée pour faire ce choix, s'il lui a été donné la possibilité de réfléchir à quel sens elle peut encore donner à ses journées, et si elle arrive à la conclusion que la souffrance est trop grande et que vraiment la vie pour elle, comme ça, ne fait pas beaucoup de sens, je trouve quand même que c'est important qu'elle ait cette liberté. Et puis, même si je suis croyante et engagée, moi je suis persuadée que ces gens sont accueillis de l'autre côté les bras ouverts, et puis que ce n'est pas tellement à l'entourage de demander aux morts de rester pour eux. Voilà, je voulais juste terminer avec ça. Et on a encore le temps d'une dernière intervention peut-être. Je vois ici une main qui s'est levée il y a fort longtemps. Ah. Tu es très arrangeante, je te remercie. On n'a pas abordé du tout ce soir l'implication des enfants par rapport à la mort. On avait entendu que la grand-maman qui promène avec le gamin qui regarde tout le temps le ciel et puis qui se fout partout, elle dit ben, regarde pas toujours, fais attention où tu marches. Il dit oui mais tu m'as dit papa il est au ciel. Bon voilà. Alors, bon il peut pas regarder où il marche. Donc voilà. Mais comment est-ce que on parle dans les familles avec les enfants, parce qu'en principe dans les familles ils ont une grand-maman, un grand-papa qui va un jour, peut-être ou bientôt, mourir, par exemple. Est-ce qu'on parle de la mort avec les enfants? Même un enfant handicapé peut comprendre. On peut lui expliquer que quand on meurt, la personne, le sang ne circule plus, et donc ça peut, et le corps, il est froid, mais c'est quelqu'un qui l'a aimé, et puis qu'il est toujours la même personne. Mais donc on peut discuter déjà en famille avant, c'est quelqu'un qui l'a aimé et tout ça, etc. Des choses comme ça.
Parce qu'il y a un petit exemple là, quelqu'un qui était au catéchisme là, et puis elle avait manqué, et puis donc la catéchiste lui a demandé, alors que donc tu n'étais pas là la dernière fois, mais alors comment c'était? Alors on a dit on était au cimetière, on derrière la grand-maman, puis après, on était dans l'église. Et puis, alors après, elle me dit, mais après, on est retourné à la tombe. Et puis, la grand-maman a fleuri. Donc, entre-temps, ils l'ont... Mais voilà, donc, c'était simple. Mais donc, je crois que... Pour moi, je dis, il y a quelque part quelque chose qui manque de préparation des enfants de tout âge à la mort. Je ne sais pas, ça n'existe pas et je ne sais pas. Merci. Vous permettez que je cueille cette expression, la grand-maman a fleuri? Elle est magnifique. C'est presque un peu le mot de la fin. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter encore quelque chose. On arrive vraiment à la fin. Je ne sais pas si on a encore le temps de prendre encore une intervention ou pas. Alors il faut un micro aussi. Pardon. Si vous souhaitez encore ajouter quelque chose. Dans le Jura, le curé il s'était penché probablement en préparant donc, avec le mort, avec le croque-mort, le cercueil. Personne ne s'en est aperçu. Pendant la célébration, il y a un attel qui sonne. Personne n'a voulu éteindre. Et puis, jusqu'à ce qu'on remarque que ça venait du cercueil, et c'était le natel du curé qui a sonné. Voilà. Merci. Vous avez prouvé qu'on peut rire même de la mort. Voilà. Vous avez répondu à votre voisin. Je crois qu'on est arrivé au terme. Bien sûr, malheureusement, je crois qu'on est arrivé au terme. Par contre, on peut rester encore pour échanger autour d'un verre, j'imagine. Absolument, c'est pas tout à fait fini. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est remercier les intervenants qui étaient présents ce soir pour leur riche contribution. Et on peut les applaudir, absolument. Merci à vous. Surtout, je retiens le glissement du café scientifique vers le café, comment on l'avait appelé ? Café mortel, exactement. Merci vraiment d'avoir partagé vos témoignages avec nous. Je fais une nuance peut-être juste pour défendre mon gagne-pain, on va dire. Hein. Mais en fait, c'est bien l'idée de ces cafés scientifiques. On représente une université qui est une université complète. Les sciences, chez nous, ce ne sont pas que les sciences dures. On a une faculté de théologie, on a un beau témoignage aujourd'hui, on a une faculté des lettres, on a de la philosophie. Et l'idée de ces cafés, c'est justement de mélanger toutes ces disciplines et puis d'en discuter ensemble, parce que la vie, c'est pas juste un aspect ou l'autre. Et donc, je pense que ça illustrait très bien ce glissement aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire dans ces soirées. Je retiens aussi la grand-mère qui a fleuri. Je pense que c'était vraiment le mot qui donnait toute sa poésie à cette soirée. Donc je vous remercie. Et je tourne la page vers l'apéritif en plaçant, comme toujours, ma petite plage de pub. Je ne peux pas faire autrement. La première chose que j'aimerais vous annoncer, c'est la soirée de demain, qui a lieu également ici, en collaboration avec le Nouveau Monde. C'est une soirée qui me tient très à cœur. Ça s'appelle « Ma thèse en 180 secondes ». C'est ce qui permet aux jeunes chercheurs qui se consacrent chacun dans chacune des facultés à de longues heures de travail sur un sujet extrêmement précis, d'arriver à venir ici dans quelques années pour parler longuement avec vous d'un sujet en toute décomplexion. Ils ont 3 minutes pour résumer 5, 6, parfois plus encore années de recherche. 3 minutes pour vous le faire comprendre. Et si vous êtes là, et si vous êtes chez vous aussi, vous pouvez voter pour votre prestation préférée. Donc, suivez-nous en ligne ou rejoignez-nous demain soir à 20h. Et puis, le mois prochain, une autre illustration des sauts qu'on fait dans nos cafés scientifiques. La thématique du café, le 24 avril, sera décoloniser les musées, l'heure et l'art de se réorienter. Tout autre sujet très important aussi, je pense. J'aimerais remercier M. Hunenberger pour cette modération, vous encore une fois, et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette discussion juste à gauche en sortant de la salle autour d'un apéro. Merci beaucoup.